Bonsoir à tous, c'est Rosaleo et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors je sais ce que certains doivent se dire. C'est quoi ça pour mythologie? Pourquoi épisode 2? C'est qui Rosaleo? Bon, la dernière, ils sont un peu cons les mecs qui se disent ça. Mais bref, Point Mythologie est le nom d'une émission que j'aimerais mettre en place sur la chaîne. Dans cette émission, je parlerai d'un élément d'une œuvre qui me plaît et vous le présenterai en détail, que ce soit son fonctionnement, son histoire ou ses inspirations. Si cet épisode est le second, c'est parce que je considère la vidéo sur l'Akatsuki dans Naruto comme un prototype de l'émission. Je vous invite d'ailleurs à aller la voir, mais trêve de bavardage, aujourd'hui on va parler du nen. Hunter x Hunter, ou Hunter x Hunter, ou Hunter x Hunter, hein, est l'un des shonen les plus populaires du moment. À mes yeux, c'est un véritable chef-d'œuvre. C'est pourquoi j'ai voulu en parler aujourd'hui. Je tiens d'ailleurs à prévenir que cette vidéo contiendra de légers spoils de l'anime de 2011, mais pas au-delà. Mais afin que chacun puisse profiter de la vidéo, je préviendrai à chaque fois. À la base, je voulais centrer ce point mythologie autour des fourmis chimères car je les adore. Mais je me suis rendu compte qu'il n'y avait vraiment pas assez de choses à dire à ce propos. L'épisode d'aujourd'hui va donc porter sur l'un des principes fondamentaux de ce manga, le nen. Le nen peut se définir comme une technique ayant pour but de manipuler son aura ou son énergie vitale. Il est comparable au ki dans Dragon Ball, au chakra dans Naruto, au cosmos dans Senseiya ou à n'importe quelle énergie semblable et très courante dans les shonen. Il permet d'améliorer sa résistance, sa force physique, la solidité des objets, mais aussi d'utiliser des capacités et techniques parfaitement surréalistes. Tout comme les exemples cités précédemment, le nen est inspiré du ki, ou en japonais, ki avec un K, ce qui devrait rappeler Dragon Ball à certains, ou même chi. Le ki est un concept hypothétique chinois et japonais désignant le principe fondamental qui forme et anime la vie et l'univers. Le ki est purement spirituel. Il est présent dans toutes les formes de la nature et traverse le corps par les méridiens. Cette notion est appliquée dans la médecine chinoise, le bouddhisme, la peinture et la calligraphie et sert d'inspiration pour les arts martiaux. Des parallèles peuvent être faits avec le fluide mesmérique, un ensemble de théories datant du XVIIIe et XIXe siècle en Occident, le prana ou l'oja en Inde, ou même la force dans Star Wars. Je ne plaisante même pas, c'est Wikipédia qui le dit. Mais revenons-en au nen. Celui-ci dépend fortement de la santé et de l'état émotionnel de la personne en question. En effet, les émotions d'une personne influent énormément sur son aura. Une personne déprimée a une aura moins puissante qu'une personne joyeuse ou en colère. À noter que cette caractéristique du nen permet de diffuser ses émotions aux personnes entrant en contact avec votre aura. Par exemple, si vous avez une soif de sang, une personne qui entrera en contact avec votre aura pourra ressentir cette soif de sang. De plus, quelqu'un de familier avec la notion de nen peut ressentir l'aura des autres personnes comme si elle était palpable et même la voir dans certains cas, bien qu'elle reste invisible et inodore de manière générale. C'est de cette manière qu'une personne assez spécialisée pourra définir la position ainsi que l'état et les capacités de son adversaire. Certains utilisateurs doués de nen peuvent même faire prendre des formes précises à leur aura, voire écrire avec.
Néanmoins, les non-initiés au nen peuvent également ressentir l'aura des autres, mais de manière bien moins précise et distincte, la décrivant comme un fluide chaud et visqueux au repos, ou des aiguilles piquant la peau pour les auras raffinées. Le facteur émotionnel peut également permettre à une personne de dépasser ses limites physiques, et bien que cela entraîne de graves répercussions comme la mort, ce qui a failli arriver à Gon après sa transformation à la fin de l'arc des fourmis chimères. Cependant, la maîtrise du nen est variable selon les individus. On a donc des personnes pouvant avoir une puissance quasi divine, comme Netero, le président de l'association des Hunters, ou des personnes pouvant utiliser le nen inconsciemment et sans même en connaître l'existence, comme c'est le cas pour Néon Nostrad et ses prédictions. Pour contrôler l'aura et maîtriser le nen, la première étape est de réussir à manipuler ses chokos. Les chokos, aussi appelés pores, sont des endroits du corps dans lesquels s'écoule l'aura et qui empêchent celle-ci de s'échapper totalement du corps, ce qui tuerait la personne en question. En principe, les chokos d'une personne sont fermés en permanence, ce qui empêche l'aura d'une personne de circuler et donc de pouvoir être utilisée. L'éveil au nen consiste donc en l'ouverture de ces chokos. Il existe plusieurs manières d'arriver à ce résultat. La manière commune est la méditation, où les élèves apprennent à gérer le flux de leur aura par l'ouverture et la fermeture consciente des chokos. La deuxième méthode, aussi appelée baptême, consiste, pour un utilisateur expérimenté de nen, à frapper violemment l'élève tout en se servant de son aura. Cela est cependant très dangereux et peut parfois provoquer l'invalidité à vie ou la mort. C'est avec ces méthodes que les fourmis chimères se sont initiées au nen. Il existe cependant une alternative à cette méthode, réduisant les risques, sans pour autant les faire disparaître totalement. Il suffit qu'un utilisateur expérimenté du nen secoue les chokos de l'élève, alors ouvert de force, comme Wing a fait avec Gon et Killua. Une fois initié au nen, l'élève peut voir son aura comme une enveloppe l'entourant et ayant une forme semblable à de la vapeur d'eau. Après l'initiation au nen, encore faut-il savoir maîtriser son aura. Et pour cela, il est alors nécessaire d'apprendre ce que l'on appelle les 4 grands principes du nen de l'école Shigen Ryu de Kung Fu. Il s'agit de 4 modes d'utilisation de l'aura que l'on met en place afin d'arriver à un but précis et dont la maîtrise est indispensable pour pouvoir se faire appeler manipulateur de nen. En premier lieu, nous avons le ten. Il s'agit de la capacité d'une personne à garder ses chokos ouverts tout en empêchant son aura de fuir aux alentours et en la maintenant autour de son corps afin de créer une enveloppe. Cela a pour effet d'améliorer grandement la résistance physique de la personne ainsi que sa résistance aux attaques de nen et permet également de ralentir le vieillissement. Le ten est la technique de défense de base lors d'un combat entre 2 utilisateurs de nen. Ensuite vient le zetsu. Il s'agit de la capacité d'une personne à stopper totalement l'écoulement de son aura en la maintenant dans son corps par la fermeture de tous ses chokos. De ce fait, l'aura n'interagit plus avec celle des autres, ce qui a pour effet de rendre la personne totalement indétectable pour tout autre utilisateur de nen. De plus, le fait que l'aura soit contenue à l'intérieur du corps permet de soulager la fatigue. Mais il y a un gros risque à cela. En plus de la réduction des possibilités d'utilisation du nen, le zetsu rend la personne totalement vulnérable aux attaques de nen qui deviennent fatales dans la majeure partie des cas. Puis il y a le ren. C'est un complément du ten et en opposition avec le zetsu. Il est la capacité d'une personne à augmenter l'intensité ainsi que la taille de son aura autour de son corps. Si le ten est un bouclier, alors le ren est l'épée qui le complète. Car, en effet, le ren permet de grandement augmenter la force physique de la personne qui l'utilise et est très utilisée en combat. Cependant, cette technique est très épuisante et ne peut donc être utilisée que durant une durée limitée. Et enfin, nous avons le hatsu. Il s'agit de la capacité d'une personne à libérer ou transmettre son aura afin d'arriver à une technique plus personnelle.
C'est ce qui fait l'individualité de chaque manipulateur de Nen. Il est cependant difficile d'en décrire tout le fonctionnement sans faire une partie entière de la vidéo. C'est pourquoi je vous propose d'y revenir plus tard. Il existe d'autres principes et techniques avancées, moins essentiels pour utiliser son aura, mais je trouve qu'il est intéressant de vous présenter brièvement les plus connus. Le Gyo est le fait de concentrer une partie de son aura dans une partie de son corps pour rendre celle-ci plus puissante et efficace. Cette technique est surtout utilisée dans les yeux afin de voir l'aura des autres utilisateurs de Nen. Le Ko est une forme améliorée du Gyo où toute l'aura est concentrée dans une partie du corps. Les effets sont plus efficaces, mais le reste du corps devient aussi vulnérable qu'à l'état de Zetsu. Le Ryu est l'utilisation du Go de manière rapide afin d'être utilisé directement en combat. Le Ken est comme le Gyo, mais concentré sur l'ensemble du corps afin de pouvoir se protéger d'attaques venant de n'importe où. Le N est le fait de créer une enveloppe d'aura autour de soi. Cette enveloppe pouvant en moyenne atteindre les 50 mètres de rayon permet à l'utilisateur de savoir ce qui se passe à l'intérieur. Le Zetsu ne peut pas contrer les effets du N. Le In est une sous-catégorie du Zetsu et permet de rendre son aura imperceptible tout en s'en servant. Cela permet également de rendre invisibles les objets matérialisés via le Nen. Le In peut cependant être contré par le Gyo et le N. Le Shu est une extension du Ten et permet de prolonger son aura dans un objet afin d'augmenter sa solidité. L'objet devient alors une extension de son propre corps. Un exemple peut être la technique de combat d'Hisoka qui se sert de cartes comme de véritables shurikens. Revenons-en au Hatsu, le dernier des 4 principes fondamentaux du Nen. Comme dit précédemment, il s'agit de la partie la plus personnelle dans l'utilisation du Nen. Il est influencé en grande partie par le type d'aura de l'utilisateur. Car en effet, il existe 6 catégories d'aura qui définissent les types de pouvoirs auxquels peut avoir recours un manipulateur de Nen. Ceux-ci comptent le renforcement, la transformation, la matérialisation, l'émission, la manipulation et la spécialisation. De plus, à chaque catégorie de Nen correspond une certaine personnalité que les personnes de la même catégorie partageront plus ou moins. Les personnes du renforcement peuvent renforcer les caractéristiques physiques d'un objet, d'une personne ou d'eux-mêmes. Cela peut aller de l'amélioration de la force physique au renforcement du facteur de guérison. Les personnes en question sont les plus efficaces dans les combats au corps à corps, ainsi que dans les actions les plus simples, étant parfaitement équilibrées en termes d'attaque et de défense. On peut citer comme exemple de pouvoir du renforcement la capacité de Goto qui propulse des pièces avec ses doigts en renforçant la vitesse, la résistance et la puissance pour les rendre plus efficaces que des armes à feu. Ou Gon qui utilise sa puissance physique tout en concentrant son aura dans son poing via le Ko lors de sa technique de la pierre, sous-catégorie de sa technique du pierre-papier-ciseaux. Les personnes du renforcement sont déterminées, voire entêtées. Ils sont très honnêtes et ont une manière simple de penser. Ils laissent souvent leurs émotions influer sur leurs actions. Les personnes de la transformation peuvent modifier la forme, l'apparence et les propriétés physiques de leur aura. En général, les utilisateurs de la transformation s'en servent afin de copier des choses réelles, bien que ces choses-là ne restent que de l'aura pure aux propriétés modifiées. C'est pour cela que les copies d'objets ne peuvent s'éloigner trop de l'utilisateur ou subsister si celui est inconscient. On peut citer par exemple Killua qui change son aura en électricité, ou alors Hisoka qui lui donne les propriétés d'une substance très collante. Les utilisateurs de la transformation ont une personnalité instable et farfelue et aiment tricher ou se livrer à diverses fantaisies. La plupart d'entre eux se cachent derrière une fausse personnalité ou cachent tout simplement leurs véritables intentions. Les personnes de la matérialisation peuvent créer et dissiper tout type de matière. La grande différence avec la transformation, c'est que là où celle-ci permet de créer des copies qui restent l'aura de l'utilisateur, la matérialisation, elle, permet de créer de véritables objets indépendants et avec qui tout le monde, y compris les non-initiés au Nen, peut interagir. Ces objets peuvent cependant être rendus invisibles via le In.
Comme exemple, il y a Kurapika qui se bat avec des chaînes qu'il a matérialisées ou Kaito qui peut invoquer une arme de manière aléatoire parmi 9 différentes. Les utilisateurs de la matérialisation sont sérieux, nerveux et prudents de nature. Ils ont de fortes capacités d'analyse et de logique qui font qu'ils tombent rarement dans les pièges et qu'ils déterminent avec pas mal de réflexion ce qu'ils vont matérialiser. Les personnes de l'émission peuvent séparer leur aura de leur corps tout en continuant de la contrôler, et ce durant de longues périodes. L'utilisateur peut également lui donner une forme d'objet ainsi que lui donner une certaine palpabilité, bien que les objets restent invisibles et que les possibilités d'imitation soient très limitées. En effet, contrairement à la transformation, l'émission ne permet pas de changer davantage que sa forme et sa palpabilité. Les utilisateurs de l'émission, en plus de cela, doivent souvent recourir à la manipulation que nous verrons plus tard pour pouvoir utiliser leur aura de manière complexe loin de leur corps. Dans les exemples, on peut avoir Laser qui peut émettre et envoyer des balles de naine aussi puissantes que des boulets de canon, ou Senritsu qui diffuse son naine en jouant de la flûte afin de soulager la fatigue, guérir les maladies et détendre l'état émotionnel d'une personne. Les utilisateurs de l'émission sont généralement impatients et très sanguins. Ils sont aussi impulsifs que des utilisateurs du renforcement, bien que moins rancuniers que ces derniers. Les personnes de la manipulation peuvent contrôler toute chose, qu'elle soit inerte ou vivante. Souvent, le degré de manipulation possible augmente lorsqu'elle requiert une certaine condition, comme poser un objet sur l'ennemi par exemple. Plus le risque qu'implique cette condition est grand, mieux l'utilisateur pourra manipuler la cible. On a par exemple Ikarugo qui peut prendre possession du corps de quelqu'un, probablement en se cachant à l'intérieur, sachant qu'il peut utiliser le nen de l'hôte. On a aussi Moro qui peut manipuler la fumée qu'il produit avec sa pipe, pouvant lui donner n'importe quelle forme et même la solidifier. Les utilisateurs de la manipulation sont rationnels et à l'écoute des autres, sauf lorsqu'il s'agit de réaliser leurs propres objectifs. Ils progressent à leur rythme et cherchent généralement à maintenir leurs proches en sécurité. Et enfin vient la spécialisation. Il s'agit du type de Hatsu le plus vague pour la simple et bonne raison qu'il englobe tout ce qui n'est pas concerné par les catégories citées précédemment. Il est donc impossible d'en donner une définition plus précise, sinon avec divers exemples. On a Kurapika qui, lorsque ses pupilles deviennent écarlates, peut utiliser toutes les catégories de naine à 100%, Kuroro Lucifer qui peut voler les autres capacités de naine, Haruka Zoldyck peut réaliser un vœu en échange de 3 demandes spécifiques, Neferupito peut invoquer une marionnette qui soigne les blessures chirurgicales, Néron Nostrad peut prédire l'avenir d'une personne en écrivant inconsciemment un poème, et j'en passe. Contrairement aux autres catégories de naines, il est possible de devenir un utilisateur de la spécialisation au cours de sa vie, bien que cela soit davantage probable pour les personnes qui sont de la matérialisation ou de la manipulation. Les utilisateurs de la spécialisation sont solitaires et de nature assez charismatique. Ils sont peu ouverts aux autres mais sont malgré cela assez entourés de par leur charisme. Il existe un test pour savoir rapidement et facilement quel est votre type d'aura. Il s'agit du test de l'eau, aussi appelé la divination de l'eau. Ce test consiste en verser de l'eau dans un verre et placer une feuille d'arbre à la surface. La personne doit alors placer ses mains autour du verre et diffuser son aura à l'intérieur. La réaction qui se fait détermine votre catégorie de naine. Si le volume d'eau augmente, vous êtes du renforcement. Si le goût de l'eau change, vous êtes alors de la transformation. Si une quelconque forme de matière apparaît dans l'eau, vous êtes de la matérialisation. Si la couleur de l'eau change, vous êtes de l'émission. Si la feuille se déplace à la surface, vous êtes de la manipulation. S'il y a un changement différent de ceux listés précédemment, alors vous êtes de la spécialisation. Il existe d'autres techniques pour déterminer le type de naine d'une personne, mais celle-ci reste la plus courante. Et attention, ce n'est pas parce que vous êtes d'une catégorie de naine que vous ne pouvez pas utiliser de capacité ayant recours à une autre. Ce sera simplement moins efficace. Pour pouvoir décrire cela plus précisément, il faut s'attarder sur le schéma face à vous. Plus une catégorie de naine est éloignée de la vôtre, plus elle sera dure à utiliser, la plus éloignée étant inutilisable. Par exemple, une personne qui se trouve être du renforcement
pourra également utiliser l'émission et la transformation, mais de manière moins efficace. Il pourra également utiliser la manipulation et la matérialisation de manière encore moins efficace et sera incapable d'utiliser la spécialisation. En sachant cela, un utilisateur de Nen peut utiliser n'importe quelle capacité avec pour seule autre limite son imagination. Il existe un moyen d'améliorer une capacité de Nen. Il s'agit de s'auto-imposer un serment à l'exécution d'une capacité et de ne pas trahir cette condition. Par exemple, un utilisateur peut fixer à l'une de ses capacités le serment d'utiliser cette capacité que lorsqu'il pleut. À ce moment-là, s'il n'utilise la capacité que lorsqu'il pleut, son efficacité et sa puissance s'en retrouveront renforcées. Plus le serment est strict, plus le renforcement de la capacité sera grand. Par exemple, Kurapika a créé une capacité très puissante dans le but de se venger de la brigade fantôme. Pour la renforcer, il a donc fait le serment de n'utiliser cette capacité que sur un membre de la brigade fantôme. À cela s'ajoute également le principe de condition. Il s'agit d'une punition que l'utilisateur programme dans le cas où il ne respecterait pas un serment. Plus la condition est sévère, plus la capacité sera puissante. Par exemple, Kurapika s'est fixé comme condition qu'il devait mourir s'il utilisait cette même technique sur quelqu'un d'autre qu'un membre de la brigade fantôme. Le Nen peut également être utilisé d'une manière considérée comme étant très dangereuse en posant une malédiction à une personne. Ladite personne sera alors affectée sur le long terme. Il existe deux moyens de se délivrer d'une malédiction. Soit les conditions sont fixées par l'auteur de la malédiction, soit on peut la désactiver en se servant du Nen. Les personnes possédant ce don sont appelées exorcistes, mais il n'en existe que moins de 10 dans l'univers d'Hunter x Hunter. Les deux seuls connus dans le manga et l'anime sont le chaman Albengan, ainsi que Ina, une fourmi chimère. Et voilà, nous en avons fini avec ce foutu Nen. Comme source, je me suis servi du wiki fandom Hunter x Hunter, dont le lien sera dans la description, de mes connaissances personnelles, ainsi que de Wikipédia à titre de confirmation. J'espère que tout cela vous aura intéressé, appris des choses, ou alors, soyons fous, incité à vous mettre à Hunter x Hunter. Franchement, je vous conseille ce shonen, il est juste génial. Mais il nous reste encore quelque chose à faire. À la fin de chaque épisode de Point Mythologie, j'aimerais prendre l'habitude de faire un top sur le sujet traité. Ici, ce sera un top 10 de mes capacités de Nen préférées dans l'anime. Alors, cette partie devait être filmée, mais la caméra est très gentille et elle ne s'allume plus. Elle est actuellement en train de charger, mais c'est pas grave, on va faire ça avec la voix, comme avant. Et donc en 10e place, on a le Skill Hunter, utilisé par Kuroro Lucifer. Cette capacité lui permet de voler la capacité de Nen d'une autre personne en la référant à une page de son livre nommé Le secret du bandit. Il lui suffit de maintenir le livre ouvert à la page de l'une de ses capacités pour pouvoir l'utiliser. Bien évidemment, le détenteur d'origine de la capacité ne peut plus s'en servir. Kuroro possède en plus la capacité double face, lui permettant de placer un marque-page à l'une des pages afin qu'il puisse utiliser son pouvoir même si le livre n'est pas ouvert. Ce que j'aime dans cette capacité, c'est qu'elle change un peu de celle dont on a l'habitude et donne encore plus de charisme à Kuroro. Mais si elle n'est que 10e, c'est sans doute parce que je ne suis pas autant attaché à Kuroro que la plupart des fans, n'ayant pas été pleinement séduit par l'arc de la brigade fantôme. En 9e place, le Rider's High de Tsubone. Cette capacité confère à Tsubone le pouvoir de se transformer en véhicule, nécessitant le Nen d'une autre personne pilote comme carburant. On en connaît pour le moment deux formes, une forme moto extrêmement rapide et une forme planeur pouvant aller au-delà des nuages. Ce qui me plaît dans cette capacité, c'est à quel point elle dénote avec son utilisateur, car Tsubone est quelqu'un de très droite et sérieuse, ce qui crée un paradoxe amusant. En 8e position, le Deep Purple et Smoking Gel de Moro.
Grâce à ses capacités respiratoires hors du commun et à sa pipe géante lui servant de catalyseur, à ne pas sortir de son contexte, Moro peut manipuler la fumée. Il procède de deux manières différentes. Le Deep Purple consiste en la création d'êtres de fumée pouvant être indiscernables de leur équivalent réel. Plus leur comportement est complexe, moins Moro peut en créer. Le Smoking Gel, quant à lui, est la solidification de la fumée par Moro afin de créer divers objets ou d'emprisonner l'adversaire dans une prison de fumée dont il ne peut s'échapper. Le Smoking Gel fait office de haine pour Moro. Je trouve cette capacité vraiment classe. J'adore aussi l'intelligence avec laquelle Moro s'en sert, ce qui montre que c'est un vrai professionnel. En 7ème place, on a le Yakushi Kannon, utilisé par le président Netero. Il s'agit d'une statue de Kannon, la déesse bouddhiste de la pitié, représentant une femme avec plusieurs bras. Elle répète les mêmes mouvements que Netero et est d'une puissance et d'une vitesse plus que surhumaine. Cette technique compte 100 coups différents, que Netero appelle paumes. La première paume est un coup en rafale continue reproduisant les 98 suivantes à la suite, tandis que la paume 0 fait apparaître la statue derrière l'ennemi. Elle l'enveloppe alors avec ses mains et lui envoie une attaque de naine surpuissante sortant de la bouche, mais ce qui rend Netero aveugle et sans force. Ce que j'aime dans cette capacité, c'est son côté divin. Elle fait réellement de Netero un personnage au charisme colossal. En 6ème position, le Dragon Dive de Zeno. Il transforme son aura afin de lui faire prendre la forme d'un dragon de naine, qui lui sert notamment pour se déplacer. Le Dragon Dive consiste en faire prendre à son aura la forme de milliers de lances qui s'abattent en même temps sur un endroit, ce qui fait d'énormes ravages. Ce que j'aime dans cette capacité, c'est à quel point elle est classe. Zeno est un peu complémentaire à Netero, et quant à ces deux-là dans ta team, je pense que t'es autorisé à être confiant. En 5ème position, Painpacker et Rising Sun de Phaeton. Lorsque Phaeton est en colère et blessé, Painpacker crée une armure de protection autour de lui dont l'efficacité est proportionnelle à la gravité de la blessure en question. Il en existerait plusieurs formes, mais celle que l'on connaît se nomme Rising Sun. Cette capacité fait que les blessures qu'a reçues Phaeton durant le combat sont transformées en chaleur et en aura. Tout cela forme un mini-soleil dont la chaleur est proportionnelle aux dégâts reçus par Phaeton. Ce mini-soleil brûle l'ennemi à mort, tandis que Phaeton ne subit aucun dégât s'il reste dans son armure. Et cette capacité est tellement classe. De plus, elle en révèle pas mal sur certaines facettes cachées de la personnalité de Phaeton, de par le fait qu'elle nécessite qu'il soit enragé, alors qu'il est habituellement très calme. En 4ème place, le chat et la souris de Jido. Alors, ce n'est pas le vrai nom de cette technique, elle n'en a tout simplement pas. C'est pourquoi j'en ai inventé un qui est en rapport. Car cette capacité est un véritable jeu du chat et de la souris. Jido s'enferme avec son adversaire dans une pièce hors du temps et de l'espace, prenant la forme d'une savane et qui contient un arbre et un sablier réglés sur 8 heures. L'adversaire doit attraper Jido dans le temps imparti pour pouvoir retourner dans le monde réel, ce qui est très difficile car Jido est extrêmement rapide. On ne sait toujours pas ce qui se passe si l'ennemi n'attrape pas Jido avant les 8 heures. Ce qui me plaît dans cette capacité, c'est d'une part son originalité, elle est assez atypique et ça fait plaisir. Elle reflète également la personnalité de Jido qui aime jouer avec son adversaire. Mais ce que je kiffe, c'est que c'est au travers de cette capacité qu'on nous montre à quel point il est important de travailler les règles qui définissent une technique avant d'en créer une. Car celle de Jido est très imparfaite. S'il s'est fait avoir par Moro, c'est parce qu'il a fait sa capacité à la va-vite et a oublié de créer une règle qui force l'ennemi à le poursuivre continuellement. En 3ème place, le Crazy Slot de Kaito. Cette capacité consiste en faire apparaître une petite roulette en forme de clown, pouvant parler et interagir avec Kaito. Cette roulette tire un chiffre au hasard entre 1 et 9, et en fonction du chiffre sorti, elle se transforme en une arme différente. L'arme ne peut pas disparaître tant qu'elle n'a pas été utilisée. On ne connaît que 3 armes sur les 9 disponibles. Une faute très puissante pouvant trancher plusieurs ennemis en un coup pour le numéro 2, un hochet à l'utilité inconnue pour le numéro 3 et un fusil pour le numéro 4. Bien que très contraignante de par son hasard, cette technique est très puissante, bien que cela soit aussi dû à la maîtrise des armes de Kaito.
Cette capacité est parfaitement représentative du fait que chaque utilisateur de Nen doit savoir gérer n'importe quelle situation sans y être préparé. Et aussi Kaito l'utilise de manière tellement classe. Et puis je suis fan de Tim Burton, donc au bout d'un moment quand tu nous fous un clown qui fait des blagues et qui a une tête de tueur, tu peux être sûr que je vais aimer quoi. Pour les 2 premières capacités de Nen, je les ai choisies pour leur complexité de déroulement vraiment réfléchie. Alors je vous conseillerais de rester bien concentré. En deuxième position, Nanika de Haruka Zoldyck. Là encore, le nom n'est pas officiel et on ne peut pas vraiment appeler ça une capacité non plus. Tout simplement car Haruka n'est pas une utilisatrice de Nen. En réalité, elle n'a pas le contrôle de ses pouvoirs. Nanika est une seconde personnalité d'Haruka. Lorsqu'elle se manifeste, son visage devient pâle, ses yeux et sa bouche deviennent noirs et elle ne possède plus de nez. Nanika peut réaliser un souhait qu'on lui soumet, mais en contrepartie, la prochaine personne qui lui parlera devra réaliser 3 demandes formulées par Haruka. Cette personne peut refuser jusqu'à 4 de ces demandes. Au-delà, elle, la personne qu'elle aime le plus, et si le vœu était important, toutes les personnes qui ont le plus côtoyé la victime de base, meurent. Nanika n'a aucune limite pour réaliser un vœu, mais plus un vœu est grand et plus les demandes le seront en retour. La personne qui demande un vœu n'est pas nécessairement celle qui a réalisé les demandes précédentes. Haruka peut faire des demandes à plusieurs personnes mais ne peut changer de cible tant qu'elle n'a pas fait 4 demandes à la précédente. Elle ne peut d'ailleurs rien demander à quelqu'un dont elle ne connaît pas le nom. Lorsque quelqu'un échoue à réaliser les demandes d'Haruka et meurt, les demandes suivantes seront forcément très faciles. Et si une personne à qui Haruka a fait une ou plusieurs demandes meurt d'une manière extérieure, au moins une autre personne mourra. Il est impossible de demander plusieurs vœux consécutifs à Nanika. Il existe d'autres règles connues uniquement par Kiroha, le grand frère d'Haruka. D'une part, étant donné qu'il est très proche d'Haruka, il a le privilège de ne pas avoir de demande à réaliser. À la place, il doit rester avec Haruka durant un certain temps. Si un souhait consiste en la réparation ou le soin d'une personne, Nanika doit toucher l'objet ou la personne concernée pour le réaliser. Il n'y aura de plus pas de demande par la suite. Enfin, un souhait peut être soumis à une condition du style « s'il fait beau, crée une tornade, sinon crée un tsunami ». On en a fini avec tout ça. Je trouve cette capacité vraiment fascinante, surtout qu'elle constitue l'un des enjeux principaux à un moment de l'anime. Et enfin, en première position, la meilleure capacité de Nen de tout l'anime selon moi, ce sont les toupies de Guido. En fait, il fait tourner des toupies avec son Nen, et il peut même tourner autour de lui-même et... Non, je déconne. En première position, Pot Clean de Knuckle. Il dit que c'est la capacité la plus complexe du manga. Pot Clean est une petite mascotte agissant comme un compteur d'aura. Il va mesurer la quantité d'aura d'une personne en unités, comme on mesure la tension électrique en volts, si vous voulez. Knuckle doit, pour l'activer, prêter un peu de son aura à la cible. À ce moment-là, Pot Clean apparaît à côté de la cible et ne la quitte plus. Il est de plus totalement inattaquable. Pot Clean va afficher sur son compteur la quantité d'aura prêtée, convertie en unités et va créer des intérêts, comme dans une banque, quoi. Pour s'en débarrasser, la cible doit rendre la même quantité d'aura à Knuckle. Et là, vous me direz que cette capacité est nulle. Ce que vous ne savez pas, c'est que toutes les 10 secondes, Pot Clean augmente le taux d'intérêt à rendre de 10%. Et ça, soit la cible l'ignore, soit Knuckle ne la laissera pas lui rendre son aura aussi facilement. Et donc, lorsque le taux d'intérêt dépasse la quantité d'aura de la cible, Pot Clean se transforme en un Toritaten. Et la cible est mise en état de Zetsu forcé durant tout un mois. Seul un exorciste peut y remédier. Il s'agit donc de ma capacité préférée de Hunter x Hunter. Cela est dû à sa complexité d'une part, et au fait que cette capacité soit si bien travaillée. Elle fait très pro et j'adorerais pouvoir l'utiliser sur quelqu'un, ne serait-ce que pour voir sa réaction quand Pot Clean dit ça. Et voilà, c'est la fin de cet épisode 2 de Point Mythologie. J'espère que vous aimez le concept. Moi, je trouve ça cool. Je ne promets pas une grosse régularité de cette émission car elle met du temps à écrire et je suis au lycée. Heureusement, pour cet épisode, j'étais en vacances.
Bref, moi je vous dis salut pour une prochaine vidéo.